Elle a payé le repas d'un vétéran avec ses propres pourboires. Son manager l'a virée sur le champ devant un café bondé. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'était qui est entré ensuite et pourquoi la pièce entière est tombée silencieuse. La foule du déjeuner arrivait toujours comme une tempête au Riverside Café, un modeste établissement de coin niché entre une pharmacie et une laverie à Eugene, Oregon. 11 heures, c'est à ce moment-là que tout a changé. Les tasses à café s'entrechoquaient plus bruyamment, les reçus s'imprimaient plus vite et la file d'attente à la caisse s'allongeait plus que la patience ne le permettait. Tasha Melrose, 29 ans, travaillait en double quart toute la semaine. Ses baskets étaient trempées par la pluie du matin, son tablier encore humide à cause de cet incident avec le thé glacé plus tôt. Mais rien de tout cela n'importait à présent. La table 6 demandait ses frites manquantes, une commande à emporter attendait d'être emballée et 2 jeunes enfants hurlaient sous la banquette 3 comme s'ils auditionnaient pour un film d'horreur. Pourtant, elle se déplaçait avec détermination, efficace, polie, à peine troublée quand un client exigeait plus de sauce ranch. Sa collègue, Lily Baron, lycéenne, avait déjà 2 commandes de retard et semblait sur le point de pleurer. Tasha se pencha et murmura, « Tu gères, ma belle. Ne les laisse pas voir que tu galères. » Derrière le comptoir, Clayton Rancho, le gérant, se tenait les bras croisés, le regard perçant, les cheveux gominés en arrière comme un animateur de jeux télévisés des années 80. C'était l'une de ces personnes qui semblait être née irritée, comme si la vie lui avait remis un livre de règles et que tout le monde autour de lui continuait de les enfreindre. Melrose, aboya-t-il par-dessus le grésillement de la friteuse, la table 12 attend toujours son addition. Je l'ai envoyé il y a 10 minutes, répondit-elle sans se retourner. Il ricana, alors, apportez-la vous-même, ne vous contentez pas d'envoyer des choses. Tasha se mordit la langue. Elle travaillait sous les ordres de Clayton depuis assez longtemps pour savoir qu'il valait mieux ne pas répondre. Il ne criait jamais, il n'en avait pas besoin. Sa façon de parler, lente et suffisante, était plus efficace que de crier. Cela vous disait que vous étiez remplaçable, que toute gentillesse à votre égard était temporaire. Mais au moins, cela payait les factures. Elle se dirigeait vers la cuisine quand elle le remarqua. Un vieil homme, mince comme un épouvantail, les vêtements humides et usés aux coudes, se tenait maladroitement près de la porte. Ses cheveux blancs étaient emmêlés, ses yeux troubles et l'une de ses bottes était dénouée. Il avait l'air perdu. Personne d'autre ne l'avait remarqué. Les clients étaient trop occupés à faire défiler leur téléphone, à siroter ou à se disputer sur les reçus. Clayton était trop occupé à microgérer. Tasha posa le bon de commande dans la fenêtre, puis s'approcha de lui. « Monsieur, demanda-t-elle doucement, vous allez bien ?» Il cligna 2 fois des yeux, regardant au-delà d'elle, puis tourna lentement la tête. « Moi ? Je devais rencontrer quelqu'un ici, je crois. » Sa voix était rauque, à peine audible. Autour de son cou, glissée sous son manteau, pendait une plaque militaire délavée. Elle aperçut un écusson sur sa veste. C'était militaire, ancien, peut-être de l'époque de la guerre de Corée, peut-être du Vietnam. « Vous avez faim ? demanda-t-elle. Il sourit, ou essaya de sourire. « Je pourrais manger quelque chose de chaud. » Tasha savait que le café avait une règle, pas d'aumône, pas de gratuité. Clayton avait même affiché un panneau dans la salle de pause, « Nous sommes une entreprise, pas un refuge. » Mais cela n'importait plus, pas quand cet homme semblait ne pas avoir mangé à sa faim depuis des jours. Elle le guida vers une banquette vide et l'aida à s'asseoir. Elle lui apporta une couverture que quelqu'un avait laissée dans les objets trouvés. Puis elle retourna directement dans la cuisine, glissa un billet de 10 de ses pourboires dans la caisse et interpella la cuisinière, « Louise, prépare-moi une assiette, pain de viande, purée de pommes de terre, haricots verts, sauce supplémentaire. » Louise lui lança un regard mais ne dit rien. Il travaillait avec elle depuis assez longtemps pour savoir que si elle faisait quelque chose, c'était pour une bonne raison. Elle apporta elle-même l'assiette, accompagnée d'un verre d'eau chaude et de pain de maïs. L'homme fixa l'assiette un instant, puis leva les yeux vers elle comme si elle lui avait donné de l'or. « Merci, murmura-t-il. Vous n'auriez pas dû. » Tasha sourit. Si, il le fallait. Mais juste au moment où elle se tournait pour vérifier ses autres tables, Clayton sortit de derrière le comptoir. Il avait tout vu, et à la façon dont son visage se crispa, Tasha sut exactement ce qui allait se passer ensuite. Mais elle ne savait pas qu'il le ferait devant tout le monde. « Vous voulez bien me dire ce que c'était que ce bordel ?» La voix de Clayton fendit le cliquetis des assiettes comme un couteau. Tasha se retourna lentement.
Le café n'était pas encore silencieux, mais les tables voisines commençaient à prêter l'oreille. Une mère poussant une poussette s'arrêta, le gars de la banquette du coin retira un écouteur. Il avait froid et était confus. « Clayton », dit Tasha en gardant un ton égal. « Il n'a rien commandé et je ne lui ai pas demandé. J'ai payé le repas avec mes pourboires. » « Peu importe », claqua Clayton. « Ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses ici. Vous voulez nourrir toute cette fichue rue aussi? Vous travaillez pour une œuvre de charité maintenant. » Ses joues brûlaient, mais pas de honte, de colère. C'est un vétéran, il avait l'air affamé. J'ai fait ce que n'importe quelle personne décente aurait fait. Clayton s'approcha, baissant la voix juste assez pour paraître menaçant. Ce n'est pas vous qui décidez qui reçoit de la nourriture gratuite. Ce n'est pas vous qui gérez cet endroit, c'est moi. Et quand vous enfreignez les règles, il y a des conséquences. Alors, déduisez-le de ma paix, mettez-moi à l'amende, faites un rapport, faites ce que vous voulez, mais n'en faites pas une scène. Clayton se tourna et balaya du regard elle. Dans la pièce, il a ensuite appelé intentionnellement à haute voix, « Attention, tout le monde. Cet employé vient de distribuer un repas gratuit à nos frais. Juste pour que ce soit clair, si quelqu'un d'autre a besoin d'une aide, voici la nouvelle politique, demandez simplement à Tasha, elle paiera l'addition. » Le café est devenu silencieux. Les ustensiles se sont arrêtés en plein air. Quelqu'un à l'avant a ri maladroitement. Le cœur de Tasha s'est serré, ses poings se sont crispés, mais elle n'a pas dit un mot. Le vétéran, toujours assis dans le box, a levé les yeux comme s'il ne comprenait pas bien ce qui se passait. Il a essayé de parler, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Clayton n'avait pas fini, « C'est fini pour vous, Melrose. Rendez votre tablier et sortez. » C'était tout. Tasha le regardait, sidérée. Pas d'avertissement, pas de discussion, juste de l'humiliation servie devant des inconnus. Louise a passé sa tête de la cuisine. Lily est restée figée près du poste de boisson. Personne n'a dit un mot. Le vieil homme s'est levé lentement. « Monsieur » a-t-il dit, la voix tremblante, « elle n'a rien fait de mal. Je ne voulais pas causer de problème. » Clayton l'a repoussé d'un geste, comme s'il était une nuisance. « Monsieur, veuillez manger votre nourriture et ne vous mêlez pas des affaires du personnel. » Mais l'homme ne s'est pas rassis. Il a fouillé dans la poche de son manteau et a sorti quelque chose qui chatoyait faiblement, un vieux badge en argent, usé mais reconnaissable, une épingle purpelâtre, pliée sur les bords mais indubitable. « J'ai servi à Cassan », a-t-il dit doucement. La plupart de mon unité n'a pas survécu. Mes gars, ils n'auraient jamais laissé passer ça. Clayton a haussé un sourcil, « Excusez-moi. Elle m'a montré plus de respect que la moitié de ce pays en des décennies. Vous l'avez viré pour avoir fait ce qui était juste. » Tasha s'est avancée, sa voix maintenant ferme, « S'il vous plaît, monsieur, vous ne me devez rien. Finissez simplement votre repas, d'accord ?» Le vétéran l'a regardé, puis a regardé Clayton. Il a posé l'épingle sur le bord de la table et a murmuré, presque pour lui-même, « Ils sauront que je ne suis pas seul. » Cela sonnait bizarre, comme s'il parlait à des fantômes. Tasha a supposé qu'il était peut-être juste confus, perdu dans ses souvenirs. Elle a défait son tablier et l'a plié soigneusement. Elle n'a pas pleuré. Pas ici. Pas pour lui. Louise est sortie de la cuisine. « Ce n'est pas juste », a-t-il marmonné. Clayton lui a lancé un regard, « Tu veux partir aussi ?» Louise a regardé Tasha et a haussé les épaules, « Je dis juste ça. » Elle est passée devant le vétéran en sortant et a posé doucement sa main sur son épaule. « C'est bon », a-t-elle murmuré. « C'est vraiment bon. » Mais ses yeux embués et sans foyer se sont fixés sur les siens. « Ils viendront », a-t-il répété doucement. « Ils viennent toujours. » Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Dehors, la pluie avait repris. Son sweat à capuche la gardait à peine au sec tandis qu'elle se tenait près de l'arrêt de bus, fixant le vide, tenant toujours son tablier à deux mains. À l'intérieur, Clayton se pavana comme s'il avait gagné quelque chose, mais tout le monde ne partageait pas cet avis. Les clients chuchotaient. Un couple s'est levé et est parti. Lily essuyait ses yeux derrière le comptoir, et dans le box près de la fenêtre, le vétéran était assis en silence, mâchant lentement, comme si chaque bouchée retenait un souvenir qu'il n'était pas sûr de pouvoir gérer. Mais ce qui allait suivre, aucun d'entre eux n'aurait pu le prédire. À l'intérieur du café, Clayton essayait de ramener les choses à la normale.
Il détestait perdre le contrôle. Rien ne l'irritait plus que les gens qui remettaient en question son autorité. Alors, quand Tasha est parti sans pleurer ni supplier, sans même une vraie dispute, cela l'avait ébranlé plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Il faisait les 100 pas derrière le comptoir, vérifiant l'imprimante de reçu, réarrangeant les serviettes, engueulant Lily quand elle laissait tomber une fourchette. L'arrogance habituelle dans sa voix s'était muée en quelque chose de plus tendu. Les clients ne riaient plus. Quelques-uns semblaient mal à l'aise. Une femme au bar filmait discrètement avec son téléphone posé contre sa tasse de café. Louise, aboya Clayton. Encore une assiette de brouillade et de hachis pour la table 5. Nous avons des commandes à faire sortir. Louise ne répondit pas tout de suite. Clayton claqua des doigts vers la fenêtre de la cuisine. Louise, tu m'entends? Je t'ai entendu, vint la réponse, calme mais distante. Alors agis en conséquence. Le vieux vétéran continuait de manger tranquillement ce qu'il pouvait. Ses mains tremblaient lorsqu'il soulevait sa fourchette. Parfois, il arrêtait de mâcher et fixait simplement son assiette, comme s'il ne savait plus où il était. Son manteau s'était un peu plus ouvert, révélant un ensemble de médailles cousues à l'intérieur, qui tenaient à peine. Certains clients chuchotaient maintenant, reconnaissant que ce n'était pas juste un vieil homme cherchant de la chaleur, c'était quelqu'un qui avait fait quelque chose. Clayton remarqua l'attention, mais redoubla d'ardeur. Nous ne sommes pas une soupe populaire, marmonna-t-il entre ses dents. La clochette au-dessus de la porte tinta, puis encore et encore. 4 pas lourds et nets. 4 silhouettes. Larges épaules, bottes, uniformes. L'un d'eux avait une manche avec des galons assez hauts pour attirer l'attention de quiconque avait servi. Il ne portait pas d'armes, il n'en avait pas besoin. Il marchait avec le genre d'autorité qu'aucun gérant de café ne pourrait égaler. Le café devint mortellement silencieux. Même le grésillement de la cuisine s'estompa sous le poids de leur présence. L'un d'eux a balayé la pièce du regard, ses yeux s'arrêtant sur le vétéran près de la fenêtre. « Monsieur, » a dit le premier marine, « nous avons reçu votre message. » Le vétéran s'est tourné lentement, ses lèvres entr'ouvertes, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été de toute la journée. « Je ne voulais pas causer de problème, » a-t-il dit, mais elle a été renvoyée pour m'avoir nourri. Le marine n'a pas. « Oui monsieur, nous avons entendu. Nous sommes venus nous assurer que ce genre de choses ne reste pas sans réponse. » Clayton s'avança, un faux sourire aux lèvres. « Puis-je vous aider, messieurs ?» Le deuxième marine, plus grand, les yeux durs comme la pierre, le toisa. « C'est vous le responsable ici? » ?»« Oui, c'est moi. Et j'apprécierais que vous n'interfériez pas avec mon personnel ou mes politiques. » « Votre personnel ?» coupa le troisième marine. « D'après ce que nous avons vu, votre personnel comprenait une femme qui a donné son propre argent pour aider un vétéran. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est du caractère. » La voix de Clayton perdit un peu de son assurance. « C'est un commerce, nous avons des règles. Elle les a enfreintes. » Le premier marine, un capitaine à en juger par ses insignes, fit un pas en avant. « Vous avez renvoyé une femme pour avoir montré de la compassion à un homme qui a risqué sa vie pour ce pays, un homme que nous connaissons et respectons tous. Vous l'avez humilié, non seulement devant votre personnel, mais aussi devant des inconnus, et maintenant vous voulez vous cacher derrière une politique? » « Ce n'est pas personnel, » insista Clayton. « Ça en avait tout l'air, » répondit le marine. Un client se racla la gorge près de l'entrée. « Elle travaille ici depuis des années, elle est toujours gentille. Elle se souvient des noms des gens, elle se souvient de la façon dont je prends mon café, plus que quiconque ici. » Puis un jeune homme en sweat à capuche ajouta, « C'est la raison pour laquelle je viens ici, pas pour la nourriture. » Lily, debout près de la station des boissons, s'avança lentement. Elle m'aide à fermer même quand ce n'est pas son service. Elle me raccompagne à ma voiture quand il fait noir. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas démissionné après ma première semaine. Clayton regarda autour de lui, son emprise sur la situation lui échappait rapidement. « Je ne vais pas rester là à me faire prendre à partie dans mon propre café, » claqua-t-il. « Nous ne sommes pas là pour nous liguer contre vous, » dit le capitaine d'une voix égale. « Nous sommes là pour nous exprimer. » Grosse différence. Louise se pensa de nouveau hors de la cuisine, cette fois sans son tablier. « Je vais prendre ma pause, une longue peut-être. » Le vétéran était assis tranquillement, observant, les yeux embués. « Je ne voulais pas que cela arrive, » murmura-t-il encore. « Non, ce n'est pas vous, » répondit le capitaine.
Vous nous avez juste rappelé ce qui compte. Mais le café n'avait pas fini de réagir. Les voix suivantes n'étaient pas en uniforme, et cela changea tout. Dehors, le trottoir brillait des restes de la pluie. Tasha était assise au bord du banc de l'arrêt de bus, son tablier toujours soigneusement plié sur ses genoux, comme s'il avait une signification. Ses mains tremblaient, mais pas de froid. Elle n'était pas en colère d'avoir été renvoyée. Ce qui la piquait, c'était la façon dont cela s'était passé, comme si sa gentillesse était un problème qu'il fallait étouffer en public. Elle fixait la flaque devant elle, regardant les voitures passer sans lever les yeux. Elle ne savait pas ce qui lui faisait le plus mal, l'humiliation ou le silence de ses collègues lorsqu'elle était partie. Elle s'attendait à ce qu'au moins une personne prenne la parole, Louise peut-être, ou Lily, mais rien. Puis son téléphone vibra. Un message de sa sœur aînée, toujours partante pour le dîner dimanche. Elle ne répondit pas. À l'intérieur, la situation dégénérait rapidement. Clayton essaya de garder le contrôle de la salle. « D'accord tout le monde, dit-il avec un sourire artificiel, reprenons vos repas. Le spectacle est terminé, nous n'allons pas transformer cet endroit en cirque. » Mais il était déjà trop tard. Les gens avaient vu ce qu'ils avaient vu et n'allaient pas l'oublier. Une femme assise près de la fenêtre se leva lentement. Elle s'appelait Jean Harlow, une infirmière à la retraite qui venait à Riverside tous les jeudis après sa kinésithérapie. Elle marchait avec une canne et une détermination. « J'étais à l'école d'infirmière pendant la guerre du Golfe, dit-elle clairement, assez fort pour que tout le monde l'entende. Mon frère est rentré à la maison dans une boîte recouverte d'un drapeau. Ce vieil homme dans la cabine, cela aurait pu être lui. Et cette serveuse, elle a agi avec plus de dignité que vous ne le ferez jamais, fiston. » Clayton avait l'air d'avoir reçu une gifle. Un autre client, un chauffeur Uber nommé Reggie Mater, qui venait tous les matins en semaine et restait habituellement discret, prit la parole. « Je viens ici depuis l'ouverture et je n'ai jamais eu de problème avec personne, sauf avec vous. On ne dirige pas les gens en les rabaissant, on dirige par l'exemple. » Tasha était l'exemple. Quelqu'un applaudit, puis quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une ovation debout, c'était calme, maladroit, mais réel. Clayton perdait rapidement le contrôle. « C'est mon établissement, je décide de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. » Un des marines s'approcha de lui, cette fois d'un ton plus doux. « Monsieur, personne ne remet en question votre droit de gérer votre commerce. Nous remettons en question la façon dont vous l'avez fait. Vous auriez pu la prendre à part, vous auriez pu poser une question. Au lieu de cela, vous l'avez humiliée. » Clayton leva les mains au ciel. « Elle a donné un produit qui coûte de l'argent. »« Combien vous a coûté l'assiette ?» demanda Jean. « 10 $? 12 ? » Pas de réponse. « Combien pensez-vous que cela va vous coûter lorsque cette vidéo se retrouvera sur Facebook ?» Elle désigna la cliente qui avait son téléphone sorti tout du long, celle qui faisait semblant de siroter son latte tout en enregistrant clairement tout depuis l'instant où les marines étaient entrées. Clayton la regarda, sa mâchoire bougea comme s'il voulait parler, mais il ne le fit pas. Louise sortit de nouveau de la cuisine, s'essuyant les mains avec un torchon. « Vous nous avez rabaissés pendant des années, comme si nous avions de la chance d'être ici. Tasha ne nous a jamais traités de cette façon. Elle restait tard, arrivait tôt, ne se plaignait jamais. Elle a acheté le déjeuner de Lily sa première semaine ici et n'en a jamais dit un mot. » La voix de Lily se brisa, quand elle a parlé, elle m'a aidé à faire réparer mes freins, elle a payé la moitié sans que je le demande. C'était fait. Le poids de la pièce s'était complètement déplacé. Clayton se tenait dans un espace qui avait été le sien mais ne lui appartenait plus. Il balaya la pièce du regard, les yeux plissés. « Vous vous prenez tous pour des héros maintenant, hein? Vous croyez que c'est une sorte de sainte ?» Personne ne répondit, ce qui fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Dans la banquette, le vétéran plia doucement sa serviette et la posa sur l'assiette. Il tendit la main vers l'insigne du cœur pourpre, mais l'un des marines l'arrêta. « Laissez-le, dit-il doucement. Il est à sa place ici maintenant. » Le vieil homme hocha la tête une fois. « Dites-lui merci, murmura-t-il. Dites-lui que Megan n'oublie jamais. » Puis il se leva, plus lentement que la plupart, mais avec dignité, et suivit les marines à l'extérieur. Quand la porte se referma derrière eux, tout le café sembla différent, plus lourd d'une certaine manière. Clayton fixa la serviette sur l'assiette, puis l'insigne. Il ne dit rien. Mais dehors, quelqu'un d'autre attendait déjà.
Quelqu'un qui n'était pas venu pour manger. Il n'y avait rien de tape à accent grave-l'œil, pas de sirène, pas d'autocollant de drapeau ou de slogan sur le pare-choc. Juste un Chevy Suburban noir qui s'immobilisa silencieusement devant le café. La pluie s'était estompée en une brume, s'accrochant à peine au pare-brise. Le moteur tourna au ralenti un instant avant que la portière du conducteur ne s'ouvre d'un clic. Tasha, toujours assise sur le banc, leva les yeux par réflexe. Elle ne reconnut pas le véhicule, mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon de bouger au fluide, délibéré, comme s'il appartenait à quelqu'un qui ne perdait pas de temps. Les portières s'ouvrirent l'une après l'autre. 4 hommes en sortirent, pas jeunes, pas l'air novices. Ce n'étaient pas des recrues, c'étaient des marines qui avaient traversé des épreuves et en étaient sortis avec un calme que la plupart des gens ne comprenaient pas. 2 étaient noirs, un latino, un blanc. Leurs uniformes étaient propres mais usés, leurs bottes réglementaires mais faites. Celui qui s'avança en premier portait les galons de sergent et avait le genre d'expression qui faisait que les gens se redressaient sans qu'on leur dise. Tasha remarqua comment les passants ralentissaient pour regarder mais ne s'arrêtaient pas. On pouvait dire que ces hommes n'étaient pas là pour prendre un café. Ils balayèrent les vitres du café du regard sans dire un mot. Le sergent Reban Cole, selon la plaque nominative cousue sur sa poitrine, ouvrit la porte et entra. Les autres suivirent. La sonnette tinta comme d'habitude, mais dès qu'ils franchirent le seuil, l'énergie changea, comme si quelqu'un avait débranché la pièce. Reggie, toujours assis à la table du coin, murmura « Ceux-là ne sont pas des touristes ». Derrière le comptoir, Clayton se figea à mi-pas. Le journal dans sa main pendait mollement. Ses yeux sautèrent d'un uniforme à l'autre. Le sergent Cole regarda autour de lui, puis repéra la banquette vide, celle où le vétéran venait d'être assis, le repas à moitié mangé, le cœur pourpre toujours posé délicatement sur la serviette. Il s'approcha de la banquette, resta là en silence pendant 3, peut-être 4 secondes, puis se tourna vers la pièce. Qui a renvoyé la femme qui lui a donné cette assiette? Personne ne répondit. Cole n'éleva pas la voix, il n'en avait pas besoin. Il se retourna, cette fois vers le comptoir. Vous, demanda-t-il, ses yeux se fixant sur ceux de Clayton. Clayton déglutit. Écoutez, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais, si, vous savez, l'interrompit Cole. Vous savez exactement de quoi il s'agit. Le plus grand des marines, un homme aux yeux perçants et avec une cicatrice qui s'incurvait sous son menton, s'approcha. Il s'appelle Walter Agerty. Il a servi avec le grand-père de notre unité au Vietnam, ajouta Cole, l'homme qui nous a appris ce que signifie être des frères. Walter ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, nous écoutons. Alors, quand il a appelé l'un de nos gars pour dire qu'il avait été aidé par quelqu'un qui avait montré plus de loyauté qu'il n'en avait vu depuis des années, et que cette personne s'était fait renvoyer pour ça, oui, nous avons pris le temps. Clayton rit nerveusement. C'est démesurément amplifié. Elle a enfreint la politique, elle a donné de la nourriture sans permission. Le marine avec la cicatrice croisa les bras. Vous savez combien de règles sont enfreintes quand une vie est en jeu? Quand une décision doit être prise en temps réel? On nous a appris à montrer l'exemple. On dirait qu'elle aussi. Un autre marine, plus trapu et à la voix plus douce, désigna le cœur pourpre. Vous voyez cet insigne? Il n'a pas sa place sur votre table. Il appartient à ceux qui comprennent le sacrifice. Clairement, ce n'est pas vous. Les clients restèrent silencieux. Certains sortirent leur téléphone, d'autres se contentèrent de regarder. Tasha, depuis le banc à l'extérieur, ne pouvait pas voir exactement ce qui se passait, mais quand elle remarqua les vétérans à l'intérieur, elle se leva instinctivement. Elle ne reconnut aucun d'eux, mais quelque chose lui dit qu'elle était impliquée, qu'elle le veuille ou non. Elle s'approcha de la fenêtre et vit la banquette vide, à l'exception de l'assiette et de l'insigne. Son souffle se coupa. À l'intérieur, Clayton tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. Je ne suis pas là pour recevoir des leçons. C'est mon commerce. Si ça ne vous plaît pas, ne mangez pas ici. Cole hocha la tête une fois. C'est juste. Mais sachez que nous n'oublions pas non plus, et que nous ne restons pas silencieux quand quelqu'un manque de respect à l'un des nôtres ou à quelqu'un qui les protège. Le marine avec la cicatrice se pencha juste assez pour que Clayton l'entende clairement. Vous avez renvoyé la mauvaise personne. Mais ils n'étaient pas les seuls à s'être présentés ce jour-là. Le mot se répandait déjà. Les bruits se propageaient et les voix suivantes étaient encore plus proches. Tasha ne voulait pas rentrer. Elle se tenait à la fenêtre,
comme un fantôme en dehors de sa propre histoire, observant une scène qu'elle ne pouvait croire se dérouler, 4 marines en uniforme complet, debout dans son ancien lieu de travail, maintenant la pièce dans une sorte d'immobilité que même Clayton ne pouvait contrôler. Elle recula, ne sachant que faire. Puis la porte du café s'ouvrit brusquement. Ce n'était ni un client ni un marine. C'était Lily, serrant son tablier, les joues rouges d'avoir pleuré. « Tasha, dit-elle en se précipitant, il faut que tu reviennes, s'il te plaît. »« Je n'essaie pas d'aggraver les choses, » répondit Tasha. « Tu n'as rien aggravé, » dit Lily. « Tu as fait la seule chose qui donne un sens à tout ça. » Elle prit délicatement le poignet de Tasha. « S'il te plaît, à l'intérieur. » À l'intérieur, les choses ne se calmaient pas. Clayton se tenait derrière la caisse, les bras croisés, le visage dur, mais ses yeux scrutaient la pièce comme ceux de quelqu'un qui savait qu'il perdait du terrain. Les marines n'avaient pas bougé, ils n'avaient pas besoin de le faire. Quand Tasha entra, quelques personnes applaudirent, non pas de manière bruyante et excessive, mais doucement, calmement, avec respect, comme des gens qui savaient que ce qu'elle avait fait était simple et rare. La voix de Clayton se brisa légèrement. « Je croyais avoir été clair, vous ne travaillez plus ici. »« Je ne suis pas ici pour le travail, » répondit Tasha. « Je suis ici parce qu'un homme qui a servi ce pays méritait un repas chaud, et parce que j'en ai marre d'agir comme si la gentillesse avait besoin de permission. » Le sergent Cole se tourna vers elle. « Mademoiselle Melrose, nous sommes désolés que vous ayez été traitée ainsi. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. » Tasha fit un petit signe de tête. « Merci. » L'un des marines, le grand avec la cicatrice, regarda la pièce. « Vous avez tous assisté à ça. Certains d'entre vous ont filmé, d'autres ont juste regardé. Mais quelqu'un doit le dire à voix haute, on ne punit pas les gens d'être décents. » Clayton émit un rire amer. « Oh, allons. Elle n'a pas guéri le cancer. Elle a donné une assiette de pain de viande. Elle a distribué de la dignité, » répondit Cole calmement. « Ça compte pour quelque chose à nos yeux. » Une femme près du comptoir, Cheryl Miles, qui tenait un salon de coiffure 2 portes plus loin, se leva et croisa les bras. « J'ai vu comment tu traites ton personnel, Clayton. Les notes passives-agressives, la façon dont tu menaçais de réduire les heures. Tu ne l'as pas renvoyée parce qu'elle a donné une assiette. Tu l'as renvoyée parce qu'elle a rappelé aux gens que tu t'en fiches. »« Ce n'est pas vrai, » marmonna Clayton. Reggie, qui sirotait toujours son café maintenant froid, reprit la parole. « Mon vieux, je suis assis dans ce coin tous les matins depuis 2 ans. Tu n'as jamais dit bonjour une seule fois. Tu te promènes comme si tout le monde te devait quelque chose. Eh bien, devine quoi? C'est toi qui as perdu quelque chose aujourd'hui. » Clayton sortit de derrière le comptoir, les mains sur les hanches. « Vous voulez tous faire de moi le méchant ici, allez-y. Mais aucun de vous ne paie les factures ici. » Louise, debout près de la fenêtre de la cuisine, finit par dire « Nous maintenons les lumières allumées, nous nettoyons, nous supportons tes conneries et nous sourions à travers tout ça. Et la seule personne qui rendait cet endroit humain, tu l'as virée. » Clayton éleva la voix. « C'est de la mutinerie. »« Non, » dit Cole, « c'est le moment de rendre des comptes. » Juste à ce moment-là, la cloche au-dessus de la porte retentit à nouveau. Un homme d'une 50aine d'années entra, coupe militaire, veste de marin, un entrepreneur local qui travaillait souvent avec des vétérans, Charles Fenney. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-il. L'histoire n'a pas mis longtemps à faire le tour du groupe de discussion. « Tasha, si tu n'es pas déjà embauché ailleurs, je serais fier de t'offrir un emploi dans notre centre. Meilleur salaire, meilleures heures et un endroit où les gens respectent vraiment ceux qui font que tout fonctionne. » Tasha cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ça, pas ici, pas si vite. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda-t-elle. Charles sourit. « Parce que Walter Haggerty n'est pas seulement un vétéran, c'est mon oncle. Et je lui fais plus confiance qu'à la plupart des gens sur cette terre. » Clayton parut abasourdi. Cheryl le regarda autour d'elle. « Eh bien, on dirait que tu viens de perdre ta meilleure employée et la moitié de tes habitués. J'espère que tes calculs sont bons, Clayton. » La purple était toujours posée. Sur la table, un rappel silencieux et éclatant de ce qui avait tout déclenché. Mais ce n'était pas la seule chose qui laisserait une trace, car le reste de la ville parlait déjà, et certaines choses ne peuvent pas être balayées sous le tapis. Au moment où Charles Fenney eut fini de parler, le café n'était plus seulement un restaurant.
Il était devenu une sorte de tribunal, chaque mot avait son poids, chaque silence disait quelque chose. Le visage de Clayton était passé de suffisant à rigide, et maintenant à quelque chose de plus proche de la pâleur. Il cherchait du soutien du regard, mais même le plongeur, à peine assez âgé pour conduire, était sorti de l'arrière et s'était adossé au mur, les bras croisés. Il s'appelait Omar Benford, avait 17 ans, était habituellement silencieux, gardait ses écouteurs et la tête baissée, mais pas aujourd'hui. Il s'éclaircit la gorge. « Puis-je dire quelque chose ?» Clayton leva un sourcil. « À moins que ce ne soit pour aller faire la vaisselle. » Mais Omar ne broncha pas, j'étais à l'arrière quand elle lui a donné ce repas. J'ai tout entendu. Elle a pris $10 de ses propres pourboires. Elle a dit à Louise de l'enregistrer. Elle n'a rien fait en douce. Clayton ouvrit la bouche, mais Omar ne s'arrêta pas, et vous savez quoi d'autre? C'est la seule qui me demande jamais si j'ai besoin d'un trajet pour rentrer chez moi. J'habite à 2 bus et une longue marche d'ici. Personne d'autre? Ici, tout le monde sait que la pièce était plongée dans un silence de mort. Elle s'est fait virer pour avoir fait quelque chose que ma mère aurait fait, dit Omar en baissant les yeux un instant. Et si elle n'est pas assez bien pour travailler ici, alors moi non plus, probablement. Tu démissionnes, claqua Clayton. Omar haussa les épaules. Je ne sais pas encore, mais je sais que je n'ai pas peur de toi. De la banquette près de l'entrée, un homme qui n'avait pas dit grand-chose de la journée se leva enfin. C'était un camionneur, Lenny Duval, barbe poivre et sel, main burinée. Il sortit son portefeuille et déposa un billet de 20 sur le comptoir. Pour le déjeuner du vétéran, dit-il, et pour la serveuse qui devrait encore être ici. Puis il sortit. Cela déclencha quelque chose. Un par un, les clients commencèrent à faire de même, se levant, attrapant leurs vestes, laissant des billets sur les tables, adressant un signe de tête à Tasha en passant, comme si elle était quelqu'un qu'ils connaissaient, même si ce n'était pas le cas. Au moment où la 6e personne partait, la voix de Clayton était devenue grave. C'est ridicule. Non, dit Lily doucement. C'est ce qui arrive quand les gens cessent d'avoir peur de toi. Louise sortit enfin de derrière la fenêtre de la cuisine, essuya ses mains sur un torchon et posa son couteau de chef sur le comptoir avec une finalité silencieuse. J'arrête, dit-il. J'ai travaillé dans 6 cuisines et je n'ai jamais eu à regarder une bonne personne dans les yeux pendant qu'on la mettait à la porte pour avoir été humaine. Clayton tenta une dernière fois de parler avec autorité. Vous croyez que je suis l'ennemi? C'est moi qui ai construit cet endroit, j'y ai mis des heures. Alors c'est dommage que tu aies oublié ceux qui t'ont aidé à le faire fonctionner, dit Cheryl depuis l'embrasure de la porte. Elle n'était pas encore partie. Tasha n'avait pas beaucoup bougé pendant tout cela, elle était juste restée là, à regarder. Ses mains serraient son tablier comme s'il avait encore un sens, même s'il ne lui appartenait plus. Le sergent Cole se tourna vers elle. Nous ne prenons pas la défense de n'importe qui, mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de charité, il s'agissait de respect. Ce que vous avez fait n'était pas anodin. Je ne l'ai pas fait pour obtenir une réaction, dit-elle doucement. Il avait juste l'air affamé. Exactement, dit le marine à la cicatrice, et vous lui avez donné plus que de la nourriture. Omar s'approcha d'elle, un peu maladroit. Je ne dis pas vraiment ces choses-là, mais merci. J'avais une mauvaise journée, et vous m'avez rappelé que les gens se soucient encore des autres. Tasha esquissa un petit sourire. Merci, Omar. Puis Lily s'approcha, se mordant la lèvre. Je suis désolé de n'avoir rien dit quand il vous a viré. J'aurais dû. Vous ne me deviez rien, répondit Tasha, mais merci de le dire maintenant. Dehors, plus de monde s'était rassemblé, certains curieux, d'autres inquiets, quelques-uns avaient déjà sorti leur téléphone. Quoi qu'il se soit passé à l'intérieur, cela n'allait pas rester à l'intérieur. Un journaliste local du Astérisque Gêne Ledger Astérisque entra et demanda doucement, « Ça vous dérange si je demande ce qui s'est passé ici ?» Clayton gémit de façon audible. « Vous êtes sérieux ?» Reggie se pencha en arrière dans sa chaise, les bras croisés. « Oh, c'est sérieux maintenant. » Mais le véritable changement ne s'est pas produit à l'intérieur du café, il a eu lieu des heures plus tard, quand l'histoire a déferlé sur Internet et que des inconnus ont commencé à réagir depuis des milliers de kilomètres. En fin d'après-midi, les téléphones du Riverside Café n'arrêtaient pas de sonner, mais ce n'étaient pas des appels pour des réservations, ni des commandes à emporter, c'étaient des inconnus venus d'ailleurs, certains en colère, d'autres dégoûtés, d'autres simplement curieux.
La vidéo que Cheryl avait prise des Marines confrontant Clayton, de Tasha revenant, sa dignité intacte, avait déjà atteint les groupes Facebook locaux, puis Twitter, puis quelques forums de vétérans. En moins de 5 heures, elle était virale. Les commentaires affluaient par vagues, ce gérant devrait avoir honte. Elle a fait plus en un instant que la plupart des gens ne font dans toute une vie. Quelqu'un, s'il vous plaît, donnez un meilleur travail à cette femme. Elle mérite mieux que ce bouge. Mon grand-père était un marine. Je mangerais n'importe où cette dame travaillerait. Tasha ne savait même pas que la vidéo existait avant que Lily ne lui envoie un lien par SMS ce soir-là. Elle la regarda en silence depuis son petit appartement près de la 7e Ouest. Son salon tenait à peine le canapé, mais elle s'assit sur le bord, téléphone à la main, la bouche close. Elle se vit sortir de ce café, puis y revenir, puis prendre la parole, « Je suis ici parce que je suis fatiguée de faire comme si la gentillesse avait besoin d'une permission. » Elle entendit sa propre voix en lecture et ne la reconnut pas, non pas en mal, juste différente, plus forte qu'elle ne l'avait cru sur le moment. Elle posa son téléphone. Peu après, sa boîte de réception commença à se remplir, une poignée de journalistes voulaient lui parler, un gars d'un podcast local, quelqu'un d'une organisation à but non lucratif pour les vétérans à Salem. Mais c'est un email qui ressortait vraiment. Objet, opportunité d'emploi, joignez-vous à nous, de Jordan Malik, directeur des opérations, Agerty Veteran Outreach Center. Tasha hésita avant de cliquer. Le nom, Agerty, la fit réfléchir. Cela devait être lié à Walter, le vétéran qu'elle avait servi, et c'était le cas. Mademoiselle Melrose, je m'appelle Jordan Malik et je supervise les opérations quotidiennes du Agerty Veteran Outreach Center ici à Eugène. Walter est un ami cher de notre fondateur et l'une des raisons de l'existence de ce centre. Il nous a parlé de ce que vous avez fait, puis nous l'avons vu par nous-mêmes. Nous développons actuellement notre personnel d'accueil et recherchons quelqu'un doté de chaleur, de grâce et d'un bon jugement. Nous serions honorés de vous compter parmi nous à temps plein. Des avantages, de meilleures heures, vous nous avez déjà montré qui vous êtes, laissez-nous vous montrer le genre d'endroit qui valorise cela. Tasha le lut 3 fois, elle ne savait pas si elle voulait pleurer ou rire. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'on l'avait qualifiée de gracieuse. Elle appela le numéro indiqué en bas. Jordan répondit immédiatement. Mademoiselle Melrose ? Oui, c'est Tasha. J'espère que l'offre ne vous a pas prise au dépourvu. Si, honnêtement, mais dans le bon sens. Eh bien, votre nom a circulé ici toute la journée. Walter n'a pas arrêté de parler de vous. Je ne connaissais même pas son nom jusqu'à présent, dit-elle doucement. Il se souvient de tout, mais pas toujours dans le bon ordre. Mais il a dit une chose clairement, elle m'a vu, et c'est plus que ce que la plupart font. Ils ont parlé pendant 20 minutes. Jordan n'a pas insisté. Il a expliqué les tâches du poste, un peu de travail à l'accueil, aider les clients à trouver des services, organiser la livraison de repas et écouter. Simplement être là, se montrer. C'est ça, dit-il, que nous appelons le service. Elle a dit oui avant que l'appel ne se termine. Le lendemain matin, elle s'habilla comme si c'était son premier jour d'école. Elle reprit le bus, même arrêt, même temps, mais elle avait l'impression d'une vie différente. Le Agerty Center n'était pas luxueux, mais il était chaleureux. De vraies personnes, un vrai objectif. Sur le mur près de l'entrée, quelqu'un avait déjà imprimé une capture d'écran de la vidéo d'elle debout au Riverside Café, des Marines derrière elle. En dessous, une citation écrite au marqueur noir, « On ne punit pas les gens d'être corrects ». Walter était là aussi ce jour-là, assis dans le hall avec un gobelet de café et un mot croisé qu'il ne résolvait pas vraiment. « Vous avez réussi », dit-il avec un petit sourire. Elle s'assit à côté de lui. « Oui », murmura-t-elle, « j'ai réussi. » Mais pendant qu'elle avançait, le café qu'elle avait quitté allait devoir rendre des comptes. Car une fois qu'Internet s'empare d'une histoire pareille, les conséquences ne s'arrêtent pas à la porte. Quand le lundi arriva, le Riverside Café n'était plus le même endroit. La foule du matin était clairsemée, anormalement clairsemée, Les 2 tables étaient occupées, toutes 2 par des personnes de passage qui ignoraient ce qui s'était passé. Les habitués ? Ils étaient partis, disparus. Même ceux qui s'asseyaient toujours au comptoir avec le mot croisé et le café noir, partis. Clayton se tenait derrière la caisse, feignant de réarranger des reçus, mais surtout essayant d'ignorer le fait que l'endroit semblait vide. Les chaises vides résonnaient plus que des pas. Il n'y avait pas de file d'attente, pas de rire, pas de musique.
Même l'ancien poste de Louise en cuisine avait été pourvu par un remplaçant qui ne parlait pas beaucoup. Clayton avait toujours marché comme s'il possédait le quartier, maintenant, sa démarche était plus lente, sa voix plus basse. La fierté qu'il portait comme un insigne d'honneur s'était évanouie. Car la vidéo n'était pas seulement devenue virale, elle avait été reprise par Oregon Today, puis partagée par une page Instagram du Corps des Marines avec 2,4 millions d'abonnés. Un média local avait publié un article intitulé « Serveuse licenciée pour avoir nourri un vétéran trouve un nouveau but au Agerty Center ». Les commentaires sous ce titre étaient brutaux, honte au café. Ce gérant doit démissionner. Tasha Melrose est une héroïne locale. La vraie honte ici n'est pas le licenciement, c'est le temps qu'il a fallu aux gens pour dire quelque chose. Pire encore pour Clayton, une pétition circulait, avec plus de 15 000 signatures et ce n'était pas fini, elle exigeait un nouveau propriétaire ou des excuses publiques de Clayton lui-même. Aucune des deux options ne semblait probable. Il tenta de faire de la gestion de crise. Il publia une déclaration tiède sur la page Facebook du café, « Nous regrettons tout malentendu et nous engageons à ce que tous les clients et employés soient traités avec respect à l'avenir. » Les gens n'y croyaient pas. Un commentaire disait, « Vous n'avez rien regretté avant que vos tables ne se vident. » Un autre disait simplement, « Vous avez perdu le cœur de votre café la seconde où vous l'avez viré. » Pendant ce temps, au Agerty Veteran Outreach Center, les choses ne pouvaient pas être plus différentes. Tasha venait de finir d'aider une femme à remplir des documents pour accéder à une aide au logement. Ce n'était pas un travail glamour, il n'y avait ni lumière ni caméra, mais cela semblait important, solide, réel. La salle de pause sentait le café et les rouleaux à la cannelle frais, offerts par une boulangerie locale après avoir vu la vidéo. Le personnel échangeait des petites blagues et des mots gentils, et de temps en temps, quelqu'un tapotait doucement l'épaule de Tasha en disant « Je t'ai vu aux infos », comme s'il s'agissait d'un signe de reconnaissance secret. Mais Tasha ne laissait pas l'attention lui monter à la tête, elle savait qu'il ne s'agissait pas de célébrité, mais du fait qu'elle pouvait enfin respirer. Ce même après-midi, une femme entra dans le centre d'aide, l'hésitation dans le pas. Elle semblait déplacée, vêtue de vêtements décontractés professionnels, serrant un sac à main comme un bouclier. « Je cherche Tasha », dit-elle à l'accueil. Tasha sortit, s'essuyant les mains avec une serviette en papier. « C'est moi. » La femme se présenta comme Eileen Marsh, la partenaire commerciale silencieuse de Clayton. Elle avait apporté le capital initial pour le Riverside Café, mais s'impliquait rarement dans les opérations quotidiennes. Je voulais juste dire que je ne savais pas ce qui s'était passé avant hier soir. J'ai vu la vidéo. J'ai été horrifié. Tasha hocha poliment la tête. C'est gentil de votre part de dire ça. Eileen semblait vouloir se cacher. Mon propre portefeuille. J'aurais dû intervenir plus tôt, mais je ne faisais pas attention, c'est de ma faute. J'ai commencé le processus de séparation avec Clayton. Le café est en cours d'évaluation et nous allons le mettre en vente. Les sourcils de Tasha se sont levés. Waouh, c'est énorme. Oui, je pense qu'il est temps pour une nouvelle direction. La ville mérite mieux. Vous méritiez mieux. Avant de partir, Eileen a sorti quelque chose de son sac, une petite enveloppe. Je sais que cela ne compense rien, mais c'est de mon propre compte, sans aucune condition. Tasha a regardé l'enveloppe, puis Eileen. J'apprécie vraiment, mais je n'ai pas fait ce que j'ai fait en attendant quoi que ce soit en retour. Je sais, a dit Eileen. C'est exactement pourquoi vous le méritez. Quand elle est partie, Tasha n'a même pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Elle l'a glissée dans son sac et est retournée au travail. Elle avait des gens à aider. Mais à mesure que la journée touchait à sa fin et que les lumières s'éteignaient au centre d'aide, il ne lui restait qu'une chose à dire, la vérité qu'elle avait portée silencieusement tout ce temps. C'était presque l'heure de la fermeture au centre d'aide aux vétérans Agerty. Le hall d'entrée s'était vidé et le brouhaha des voix et des pas s'était adouci en un calme de Pepper. Ah, c'est le léger tapotement d'une imprimante. Tasha était assise à son bureau, feuilletant des formulaires d'admission. Dehors, par la fenêtre, le soleil plongeait derrière les arbres bordant le parking, peignant le ciel en orange. Walter Agerty était toujours là, assis dans son fauteuil préféré près de l'entrée, une couverture sur les genoux, regardant par la fenêtre comme s'il attendait quelque chose. « Vous avez besoin de quelque chose avant que je ferme ?» demanda-t-elle en s'approchant de lui. Il secoua la tête. « Je pensais juste à l'époque où j'étais au pays, on n'allait pas loin si on ne faisait pas confiance aux gens autour de soi. Peu importait leur couleur, leurs croyances, ce qui comptait, c'est s'ils vous couvraient.
Tasha s'appuya contre le mur à côté de lui. Je ne sais pas si j'ai fait quoi que ce soit de spécial, dit-elle. C'était juste un repas. Il se tourna vers elle. C'est ça qui le rend spécial. Elle ne répondit pas tout de suite. Je me demandais si j'aurais un jour de l'importance, dit-elle. J'ai travaillé dur, j'ai essayé d'être décente, mais j'avais toujours l'impression d'être à un petit pas d'être jetable. Walter la regarda droit dans les yeux. Les gens comme vous, vous maintenez les choses en place, tranquillement, sans bruit, sans applaudissements. Ce manager, il pensait que le pouvoir signifiait être aux commandes, mais le vrai pouvoir, le vrai respect, vient de ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Tasha sourit. Vous êtes sûr que vous ne devriez pas écrire des livres ou quelque chose? Il rit. Non, j'ai juste vécu assez longtemps pour reconnaître la décence quand je la vois. Il y eut un moment de calme, le genre de silence qui ne semble pas vide. Puis elle demanda, avez-vous vraiment appelé ces marines après mon départ? Walter secoua lentement la tête. Je n'ai pas eu besoin de le faire. L'un d'eux prend de mes nouvelles tous les dimanches. Je lui ai juste raconté ce qui s'était passé, je lui ai dit qu'une bonne femme avait perdu son emploi pour avoir été gentille. Tasha cligna des yeux. Et cela a suffi à les faire venir tous les quatre? Il eut un rire sec. Tu ne sais pas ce que tu as déclenché, ma fille. Quand tu es bonne avec l'un de nous, tu es bonne avec nous tous. Elle ne sut que répondre à cela. Plus tard, alors qu'elle marchait vers l'arrêt de bus, l'enveloppe d'Eileen Marsh était toujours intacte dans son sac. Elle pensa au dernier jour, la pluie froide, le moment où elle s'était tenue devant la table de Walter et avait décidé qu'elle n'allait pas attendre la permission d'être gentille, puis les conséquences, les bottes des marines sur le carrelage, la foule se taisant, sa propre voix s'élevant pour dire quelque chose qui n'était pas répété, juste réel. Elle se rappela ce que c'était que d'être vue, pas louée, pas plainte, juste vue. C'est ce qui l'a marqué. Elle ouvrit finalement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite et un chèque de banque de $5000. Merci de nous montrer à tous ce qu'est l'intégrité. J'espère que cela vous aidera à construire quelque chose de mieux. Eileen. Elle le posa délicatement, ne sachant si elle devait pleurer ou non. Non pas à cause de l'argent, mais parce que, pour une fois, faire ce qui est juste ne s'était pas terminé dans le silence. Elle prit son téléphone et rouvrit la vidéo, non pas pour se regarder, mais pour lire les commentaires en dessous, c'est la raison pour laquelle je crois de nouveau en l'humanité. Il y a de l'espoir et son nom est Tasha Melrose. Et si nous étions tous un peu plus comme elle? Celui-là l'a touché, car il ne s'agissait pas d'héroïsme, il ne s'agissait pas de monter sur une table et de crier, il s'agissait simplement de ne pas détourner le regard quand quelqu'un avait besoin de quelque chose. C'était tout, et c'était suffisant. La vie n'est pas faite de grands gestes, elle est faite de petits choix empilés comme des briques, le choix d'écouter, de s'exprimer, d'aider, de donner, même quand personne ne regarde. Et parfois, ces choix changent plus que le moment présent, ils changent les gens qui regardent, ceux qui sont trop fatigués, trop effrayés ou trop habitués à regarder ailleurs. Tasha n'a jamais demandé de reconnaissance, elle a demandé de l'humanité, et au final, c'est ce qu'elle a obtenu. Si cette histoire vous a ému, partagez-la, rappelez à quelqu'un que la gentillesse compte toujours, et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous pour plus d'histoires qui mettent en lumière le courage au quotidien, car parfois il suffit d'une seule personne pour nous rappeler qui nous sommes censés être.